Alors pour beaucoup, la finance serait une invention de cette fin du XXe siècle. Et les produits dérivés, des produits tout à fait nouveaux qui auraient été créés dans le cerveau totalement imaginatif de traders de la City ou de Wall Street. Alors si on prend les produits dérivés, eh bien en fait il faut savoir qu'ils existent depuis la Mésopotamie. Savoir qu'on a des traces, moins 3200, de Cole et de Put. De la même façon, la question d'un État surendetté, eh bien cette question-là se pose depuis l'Antiquité. Donc la finance a une histoire très longue. Elle est même antérieure au capitalisme. Alors dans un ouvrage récent, Graeber, donc l'ouvrage s'appelle Histoire de la dette, 2000 ans d'histoire, eh bien propose une analyse vraiment très intéressante de l'histoire de la dette et par là même de la monnaie et de la finance. Et cette histoire, eh bien, elle commence il y a fort longtemps, puisqu'elle commence avec les Babyloniens. On est en moins 3500. Et en moins 3500, eh bien, se pose déjà la question du financement de l'activité économique, du financement des ménages, mais aussi de la couverture des risques. Donc, en fait, les problèmes de dette, par exemple, ou même de produits dérivés, eh bien, ont déjà une trace dans cette civilisation lointaine qui avait la particularité d'être une civilisation très axée sur le commerce. Donc en fait, comme il y avait énormément de commerce, toutes les problématiques de risque économique que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, elles étaient déjà présentes là-bas. En particulier, si on regarde les produits dérivés, eh bien, en fait, il y avait cette logique que si s'avérait que les temps n'étaient pas terribles, si les récoltes n'étaient pas bonnes, eh bien, l'agriculteur avait la possibilité de ne pas rembourser son crédit. Là, on a la trace matérielle d'une forme, bien évidemment à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, de produits dérivés, à savoir qu'on a une action contingente à une autre qui permet la couverture des risques, à savoir je n'ai pas à rembourser en cas de baisse des cours derrière ou de baisse des quantités récoltées. Alors chose intéressante aussi en Mésopotamie, vous aviez un rapport tout à fait particulier et assez instructif si on regarde la période contemporaine à la dette. À savoir que les ménages s'endettaient, alors soit pour consommer, soit aussi pour produire. Donc les agriculteurs étaient très souvent très endettés. Or, ces problèmes d'endettement créaient des tensions au sein de la société. Et pour calmer les tensions, eh bien à chaque fois qu'un nouveau roi était arrivé sur le trône, eh bien il épongeait toutes les dettes. Donc on partait de zéro. Alors, bien évidemment, ce dispositif était fortement préjudiciable pour la personne qui avait prêté, mais comme de nouveau elle allait prêter et que finalement les sommes restaient modestes, eh bien il n'y avait pas de problème du côté des créanciers et il n'y avait pas non plus un excès de dette. Donc finalement on aurait sans doute beaucoup à apprendre de ce lien-là originel à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui. Alors si on continue dans l'histoire, eh bien on voit que finalement les grandes sociétés de l'Antiquité ont eu des rapports très forts avec des produits financiers. Alors, par exemple, Alexandre le Grand s'endettait massivement, remboursé à travers les butins qu'il prélevait avec son expansion, mais malgré tout, à la fin, il a laissé quand même une dette assez importante, puisqu'il fallait de plus en plus de butins pour rembourser tout ce qui avait été emprunté. Un peu le schéma de jeu à la Ponzi, où bien évidemment les premiers créanciers sont payés facilement avec les nouveaux apports. Maintenant, quand on en a beaucoup, eh bien à la fin, cela fait masse. Donc la finance a une longue histoire et les Mésopotamiens ont été les premiers à innover en la matière. Alors notamment, c'est en Mésopotamie qu'on voit apparaître les premiers contrats de dette, mais aussi les premiers produits dérivés. Alors sur les dettes, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc à Babylone, donc on est en moins 3200, les ménages, mais aussi les agriculteurs, avaient pour habitude de s'endetter. Donc s'ils ne remboursaient pas, ils risquaient l'esclavage, ce qui pouvait amener des tensions assez fortes au sein de la société. Donc résultat, quand vous aviez un nouveau souverain, eh bien ce nouveau souverain épongeait les dettes. Alors, cette analyse est très bien détaillée dans le livre de Graeber, qui est sorti en 2013 sur une histoire de la dette 2000 ans, qui est un best-seller et qui est un livre absolument splendide sur ces questions de dette. Alors, en Mésopotamie, on trouve aussi les contrats dérivés. Et ça, c'est une chose assez surprenante, puisqu'en fait, la civilisation était une civilisation de commerce,
principalement de commerce de grains. Et donc, résultat, le gros problème qu'il y avait, c'est en cas de mauvaise récolte, eh bien, les agriculteurs pouvaient se retrouver dans une situation d'endettement, de surendettement, on dirait aujourd'hui, et acculés à vendre leurs terres et se retrouver esclaves. Donc, résultat, il y avait une clause, et cette clause, on la voit dans la fameuse stèle d'Hammurabi qui est au Louvre. Il y avait une clause constitutionnelle pour annuler les dettes en cas de mauvais paiement. Et donc ici, on a quelque chose qu'aujourd'hui on qualifierait de produit dérivé, à savoir qu'on n'a pas à rembourser quelque chose quand un événement contingent survient. Alors, dans la suite, si on continue un peu sur cette trame des produits dérivés, on rapporte souvent dans les politiques d'Aristote, on connaît quand même Aristote, philosophe sérieux, etc., et bien en fait, dans les politiques, il rapporte l'anecdote suivante de Thalès, du fameux triangle de Thalès, qui était donc un mathématicien qui ne gagnait pas trop sa vie, et Aristote raconte qu'une fois il avait anticipé que l'année serait particulièrement fertile pour les olives, et donc il y aurait beaucoup d'olives qui arriveraient auprès du pressoir. Donc ce qu'a fait Thalès de Milet, eh bien c'est louer tous les pressoirs existants. Autrement dit, il a donné une somme d'argent, aujourd'hui on appellerait ça une prime à l'ensemble des propriétaires de pressoirs, leur disant au moment de la récolte des olives, eh bien, j'aurai moi seul le droit de louer vos services. Par contre, ce n'est pas obligatoire. Si je n'ai pas envie, vous gardez la prime et vous proposez vos services à quelqu'un d'autre. Alors bien évidemment, comme il avait correctement anticipé, ce fut une année fabuleuse pour les olives. Tous les gens se sont précipités dans les pressoirs et comme lui avait mis une prime qui lui donnait le droit à l'exclusivité de l'usage des pressoirs, eh bien, tous les gens ont dû lui verser l'argent, et ainsi il a récolté beaucoup d'argent, estimant qu'ainsi on pouvait concilier mathématiques, sciences et profit. Donc, les produits dérivés, on voit dans leur logique, existent depuis fort longtemps. Et donc, c'est à Amsterdam qu'on va avoir véritablement un marché des dérivés. Et puis après, eh bien, on aura Chicago qui en proposera, et au Japon, vous aurez la Dokima qui en proposera aussi. Mais finalement, c'est une histoire bien plus tardive. Alors si on regarde maintenant les banques, eh bien finalement, la fonction bancaire existe depuis très très longtemps. Si je reviens en Mésopotamie, il s'avère que ce n'était pas un individu précis qui faisait crédit, mais c'était plutôt les entreprises elles-mêmes qui faisaient crédit. Et cela est resté très longtemps le cas. C'est la raison pour laquelle, quand on regarde toute la période du Moyen-Âge, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas nécessairement d'activité bancaire, mais pour une simple raison que ceux qui font crédit, ce sont les taverniers, les meuniers, etc. Ce sont que des prêts non bancaires. Les banques apparaissent en Italie entre le XIIe et XIVe siècle, donc que ce soit Sienne d'abord, et puis on va les retrouver à Gênes, Milan. Et les banques, en fait, vont se développer pour deux raisons. Bon, bien évidemment, le premier, un peu traditionnel, c'est le développement du commerce, notamment le commerce au sein de l'Europe. Mais, chose étonnante, c'est surtout les croisades qui vont asseoir la puissance des Lombards, à savoir que quand vous êtes le roi français ou les rois anglais, que vous devez acheminer vos chevaliers vers la Terre Sainte, eh bien, vous allez amarrer vos navires à Venise. C'est quand même plus facile. À Gênes, si vraiment vous avez envie de contourner toute l'Italie. Et ce qui va se passer, c'est que notamment Venise, en plus de tous les services de construction des bateaux, d'acheminement des marchandises, eh bien, va aussi proposer des services financiers pour payer les soldats et pour ramener éventuellement le butin. Et donc à ce moment-là, ces banques vont se développer de façon colossale. D'ailleurs, il est intéressant de noter que les premiers endettements des États, notamment si on prend la France et l'Angleterre, c'est d'abord fait auprès des Lombards, puis après, assez rapidement, on va aussi émettre des obligations, et notamment le premier grand emprunt obligataire a été fait par François Ier en France. Donc on voit que finalement, le recours à des titres pour payer et financer les conquêtes militaires ou les constructions sont très anciennes. Alors, la finance moderne trouve son origine véritablement à Amsterdam au XVIe siècle, mais surtout
à Londres qui va, je dirais, vraiment asseoir les fondements de la finance et de la banque moderne. Et c'est à Amsterdam et à Londres qu'on va avoir les premières crises et bulles spéculatives. Alors, à Londres, vous allez avoir un certain nombre, dont une fin 17e. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est assez rigolo, c'est qu'on va avoir une tentative de réglementation des marchés financiers. Et notamment, comme les femmes avaient encore droit à cette époque-là d'entrer sur les marchés financiers, on va estimer que c'est la faute des femmes de provoquer de l'instabilité financière et leur interdire l'accès à la bourse. Chose qui va rester jusqu'en 1960, tardivement. Les femmes n'auront pas le droit, sous prétexte qu'elles seraient incapables de mener correctement un calcul financier. Donc, la finance, c'est vraiment quelque chose de très long. Et derrière, on a cette logique que pour avoir une puissance économique, puissance politique, on va avoir besoin de services financiers. Le développement très important des marchés financiers, ça va être au XIXe siècle. Alors notamment pour financer la révolution industrielle, mais aussi pour construire les grandes infrastructures publiques que sont les chemins de fer, les grandes routes. Et par exemple, si on regarde le cas français, eh bien vous avez eu des choses quand même assez phénoménales qui ont été permises par le développement des marchés financiers, comme la construction du canal de Suez ou le canal de Panama. Donc le 19e siècle est vraiment un moment où on a un réel développement de la finance, et paradoxalement, quand on regarde la France, eh bien ce que l'on voit, c'est des ménages français qui n'hésitent pas à acheter des obligations du canal de Panama, du canal de Suez, mais aussi un peu plus tard des fameux emprunts russes pour les chemins de fer. Donc des ménages français qui sont totalement adeptes de ces titres. Et à l'époque, au XIXe siècle, eh bien, la diffusion des titres financiers ne se fait pas comme aujourd'hui, soit parce que vous allez directement les acheter, soit parce que vous passez par la banque, mais vous aviez bien souvent le notaire qui jouait un rôle de conseiller financier à l'époque. Donc la période contemporaine, eh bien, finalement, s'inscrit dans cette longue histoire de la finance, savoir qu'on va avoir tout cet assemblage qui s'est fait au fil de temps, qui a permis l'élaboration de contrats financiers, de places financières et d'institutions financières qui vont diffuser ce type de produits. La finance est donc indissociable des civilisations. Alors on a surtout illustré sur la base du bassin méditerranéen, mais il faut bien voir que c'est la même chose, que ce soit en Chine, en Inde ou dans d'autres pays. Mais malgré tout, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est aussi que dans le monde occidental, donc on va dire Europe, États-Unis, eh bien, le système financier a pris une importance beaucoup plus grande que dans d'autres civilisations, et notamment parce que, à partir du 19e siècle, la révolution industrielle s'est appuyée sur le système bancaire et le système financier. Alors si on regarde dans d'autres grandes civilisations, eh bien on voit que le financement de l'économie a parfois été plutôt supporté par les États. Autrement dit, pour comprendre la finance, en fait, quand on n'a que la vision européenne, on a l'impression que c'est que lié au système du capitalisme, mais il faut avoir en tête que c'est aussi intimement lié à la question des États et du financement de l'économie par les États.